Nous revoilà. Donc, exemple numéro 6. C'est un exemple qui est tiré du livre à la page 249. Donc, je vais lire l'énoncé, puis ensuite, on va faire les 5 étapes d'un test d'hypothèse, telles qu'elles ont été rapidement écrites dans vos notes de cours à la page 8. Donc, c'est les mêmes étapes. Je n'ai pas repassé par-dessus, je vais juste faire l'exemple directement. Donc, on a voulu comparer la pression artérielle en centimètres de mercure chez les coureurs et les cyclistes. Donc, on veut comparer deux moyennes échantillonnales pour coureurs versus cyclistes. Après un effort intense. Voici les données obtenues à partir de deux échantillons aléatoires. Donc, ils nous ont tout de suite donné c'était quoi les symboles, c'était quoi les valeurs de tout ça. Donc, on n'a pas besoin de chercher dans le texte qu'est-ce qui est quoi. On a tout de suite les symboles et les bonnes valeurs. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour les coureurs, le X bar 1 est plus grand que pour les cyclistes. Notre question, c'est est-ce que cette différence-là est significative pour pouvoir conclure qu'il y a effectivement une différence entre les deux, que les coureurs ont une plus haute pression artérielle. Pas nécessairement meilleure, mais une plus haute pression artérielle. Donc, en supposant la pression artérielle normalement distribuée dans les deux groupes avec la même variance, donc ça, c'est l'écart type au carré, donc s'ils ont le même écart type, ils ont la même variance, tester s'il y a une différence significative entre la pression artérielle moyenne de ces athlètes après un effort intense au seuil de 5 right. Donc, première étape, c'est notre liste d'informations utiles et surtout les hypothèses. Donc, je vais quand même commencer par mettre nos deux variables ici en évidence, x1 et x2. Donc, je vais juste écrire en mots qu'est-ce que c'est qu'on est en train de comparer dans notre problème. X1, c'est la pression artérielle des coureurs. Et X2, c'est la pression artérielle des cyclistes. Voilà. Donc là, on nous a donné notre seuil de signification à quelque part là-dedans. Il est en bas ici. Je peux l'écrire ici quelque part. Alpha est égal à 0,05. Et ce qui est important surtout, c'est de mettre nos hypothèses. Donc, H0 et H1. Je vais retourner lire quand même l'énoncé. En supposant avec une... c'est ça, tester s'il y a une différence significative entre la pression artérielle. Donc, on n'est pas en train de nous dire est-ce qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre ou quoi que ce soit. Donc, parce qu'on ne nous dit pas si on s'attend à ce qu'il y en ait un qui soit plus grand que l'autre, on est juste en train de se demander si elles sont égales ou pas égales, s'il y a une différence entre les deux qui est significative. Mais même si on sait dans quelle direction ça s'en irait à cause du petit x bar qui est plus grand pour la variable 1, on va quand même faire un test bilatéral. Okay? Donc, c'est vraiment la question qui définit si c'est un test unilatéral à droite, à gauche ou bilatéral, et non notre échantillon. Okay? Parce que sinon, ce serait toujours un test unilatéral, parce que notre échantillon nous donnerait toujours soit d'un bord, soit de l'autre. Donc, ce qu'on nous a dit par rapport à la question, c'est qu'on veut savoir si elles sont égales ou pas. Et donc, a priori, c'est ceci, nos hypothèses, égales versus pas égales. Mais la façon que ça va fonctionner dans notre test d'hypothèse, c'est qu'en réalité, on va tester ceci. On va tester sur mu1 moins mu2 égale à 0 versus mu1 moins mu2 pas égal à 0. OK. Je vais passer à la prochaine page parce que je pense que je vais manquer. Ah non, je pense que je suis capable. Donc, ça, c'était la première étape. 1. Là, ici, c'est la deuxième étape. On nous a dit que x1 et x2 sont normalement distribués. Donc, je vais juste écrire x1, x2 normalement distribués. Donc, la petite vague, ça veut dire suit une loi normale. Et sigma 1 égale sigma 2. On nous avait parlé de variance, mais variance et écart type, c'est relié. Ouais, tu fais juste le mettre au carré. Sont égales, mais sont inconnus. On ne les connaît pas. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on va devoir utiliser le SP. Si vous retournez dans les formules ici, là, le SP, c'était celui qu'on utilisait lorsque
on ne connaissait pas sigma 1 et sigma 2. Donc, je reviens. Je dois utiliser SP. Et SP, c'est une grosse formule. Donc, je vais juste écrire la formule, mais je ne vais pas plugger toutes les valeurs dedans parce que ça fait beaucoup de valeurs à écrire. Je vais juste écrire la réponse une fois qu'on l'a calculé. Donc, c'est N-1 fois S1 carré plus M-1 fois S2 carré, tout ça divisé par N plus M moins 2. Et donc, cette racine carrée-là, une fois qu'on a plugué toutes les valeurs et qu'on fait le calcul, ça donne environ 2,65. OK, troisième étape. Troisième étape, c'est dans les mêmes types d'étapes. C'est lorsqu'on calcule le T observé et le T critique. Ce n'est pas des Z, c'est des T. Donc, le T critique, c'est le T alpha. Le T observé, c'est comme d'habitude. Donc là, la formule du T observé, elle nous avait été donnée. Donc, on peut le calculer tout de suite. T observé, c'est tout simplement x bar 1 moins x bar 2, tout ça divisé par SP racine de 1 sur n plus 1 sur m. Parce que tout ça, tout ce qui est en dessous ici, c'était le sigma de x bar 1 moins x bar 2. Donc, je ne l'ai pas calculé au complet à la dernière étape, j'ai seulement calculé le SP. Ce n'est pas grave dans quel ordre on le fait. Il faut juste s'assurer qu'on met les formules au complet. Donc, ce calcul-là, c'était 14,67 moins 11,65, qui étaient les valeurs qu'on obtenait dans l'énoncé. Tout ça divisé par le 2,65 qu'on vient de calculer, fois la racine de, c'est 1 sur 10, notre n, et 1 sur 12, notre m. Et ça nous donne une valeur, lorsqu'on le calcule dans la calculatrice, qui est virtuellement la même chose que le SP, 2,66. Donc, ce qu'il nous reste à faire après ça, c'est calculer le T critique. Et le T critique, on le voit dans le dessin. Donc, je vais faire mon dessin, puis je vais faire mon calcul juste à côté. Donc, mon dessin, c'est pour la loi x bar 1 moins x bar 2. C'est ça la distribution échantillonnale. Et tout de suite en dessous, je peux écrire que ça, c'est une loi de Student. Et là, il va falloir calculer le nombre de degrés de liberté. Donc, loi normale, toujours l'air de la même chose. Ici, par contre, les deux sont centrés à 0 parce que, comme j'avais dit, la moyenne échantillonnale de x bar 1 moins x bar 2, si H0 est vrai et que les deux moyennes dans la population sont égales, la différence entre les deux, c'est 0. Et là, on fait un test bilatéral. Donc, on a assuré deux portions, une de chaque côté. Et ces deux côtés-là vont se séparer le alpha. Donc, alpha sur 2 de chaque côté. Et puisque c'est 5 %, ça va donner 2,5 % ou 0,25. 0,025 de chaque côté. Et là, ce qu'on cherche, c'est la valeur de T alpha sur 2. Okay? Et je vais écrire le nombre de degrés de liberté en dessous ici. C'est n plus m moins 2. Et donc, n, c'est 10, m, c'est 12, je crois, ou l'inverse. Anyway, 12 plus 10 moins 2, ça donne 20. Ça, c'est notre nombre de degrés de liberté. Et donc, pour aller lire dans notre table, la probabilité qu'on cherche, c'est la probabilité que grand T, la loi, soit plus petit que T V alpha sur 2. Tout ça, c'est égal à la probabilité d'être en bas. Donc, dans mon dessin, tout ça plus tout ça. Mais ça, c'est 0,025 plus ce qui est au milieu, c'est 0,95. Donc, en additionnant les deux, peut-être que je peux l'écrire pour que ce soit clair. Ça, au milieu, ça va être 0,95, 1 moins alpha. Les deux additionnés ensemble, ça donne 0,975. 975. Et c'est cette valeur-là qu'on va chercher dans notre table. Donc, je vais dans ma loi de Student, à la colonne 0,975 et à la ligne 20, parce que le nombre de degrés de liberté, c'est 20. Ça nous donne 2,086. Donc, notre T alpha sur 2, c'est notre T critique V alpha sur 2, c'est égal à 2,086 qu'on a trouvé dans notre table. Donc, on est rendu à l'étape 4. L'étape 4 dans notre liste d'étapes, c'est toujours la règle de décision. Donc, étape 4,
je vais l'énoncer, c'est qu'on rejette, donc rejeter H0 si. Ça commence toujours de la même façon, peu importe le test d'hypothèse qu'on fait. Rejeter H0 si. Puis là, parce que c'est un test bilatéral, on utilise la valeur absolue pour exprimer les deux côtés où on peut rejeter H0 en une seule inéquation. C'est si la valeur absolue de T observé est plus grande que le T qu'on a calculé, qui est le T V alpha sur 2, qui était égal à 2,086. Et donc, notre règle de décision, c'est si notre T observé en valeur absolue est plus grand que 2,086, ben, ça va nous donner qu'on va rejeter H0, on va accepter H1. Donc, cinquièmement et finalement, puisque, on va prendre notre décision ici, puisque T observé, on l'a calculé, ça donnait 2,66, bien ça, 2,66, c'est effectivement plus grand, en valeur absolue ou pas, parce qu'il est déjà positif, c'est plus grand que 2,086. Donc, puisqu'on a ça, on rejette notre H0. Conclusion en mots. Bien, notre conclusion, c'est que, on commence toujours de la même façon, on mentionne le seuil, parce qu'on a toujours une probabilité de s'être trompé, mais au seuil de 5%, si on a rejeté H0, on peut conclure. On peut conclure que, ben, dans le fond, il y a une différence. Okay? Il y a une différence statistiquement entre les pressions artérielles moyennes des cyclistes et des coureurs. Donc, j'écris ça. Qu'il y a une différence significative entre les pressions c'est pas ça que je voulais, pression artérielle moyenne. Oh non. Moyenne des cyclistes et des coureurs. C'est plus long à écrire sur l'iPad, c'est clair. Surtout quand je fais des heures. Et voilà. Donc, on va terminer avec notre dernière vidéo tout de suite après.